FixLab, qui est donc la troisième plateforme qui était jusqu'à présent présente dans les différents projets européens qu'on avait, qui va maintenant perdurer dans Iris, donc en attendant la quatrième Digilab que Ruven présentera avant. Donc FixLab, comme son nom l'indique, c'est un accès aux plateformes fixes. Donc l'idée générale de FixLab, c'est de donner accès à des accélérations fixes telles que les grands instruments, par exemple donc, les accélérateurs particules, les sources de neutrons, lasers et autres installations de recherche non déplaçables. L'idée ici, contrairement à Molab, n'est pas de prendre les appareils et de les emmener jusqu'aux œuvres, mais de prendre les œuvres et de les amener jusqu'aux appareils. Euh, En fait, l'idée est principalement de donner accès en fait, à des appareils qui ne seraient pas accessibles en fait, dans la plupart des laboratoires. C'est-à-dire que, alors, historiquement, ça a commencé par l'accès dans URTech à l'accélérateur Aglaé, qui a été rejoint ensuite au niveau de Charisma et Hyperion par d'abord le synchrotron Soleil et nos collègues hongrois du Budapest Neutron Center et d'Atomkey, qui est aussi un accélérateur de particules. Et ensuite, surtout, il y a eu une énorme ouverture en fait à un très grand nombre de plateformes dans Hyperion HS, où en fait là où on a eu 24 institutions différentes réparties dans 12 pays qui ont surtout ouvert à énormément de domaines beaucoup plus larges. En fait. C'est-à-dire que on est passé de seulement des grands instruments, donc voilà, les accélérateurs, synchrotrons et réacteurs à neutrons, à beaucoup d'autres appareillages. Donc ça peut aller d'autres appareils comme alors il y avait des MEB, il y avait des je vais vous montrer la suite. Ah non, on reviendra après. Mais en gros, ça a ouvert très très largement à des microscopes, des plateformes de protéomique aussi, donc des plateformes laser, voilà, énormément de choses très différentes qui peuvent répondre aux questions que les gens se posent. Donc là, au niveau de FixLab France, donc jusqu'à présent, FixLab France, c'était principalement, donc il y avait le C2RMF et Soleil. Ensuite, il y a Ipanema qui est arrivé aussi dans Hyperion HS de mémoire. Ah oui, et le muséum. Il y avait le muséum, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, là, on a quand même ouvert un peu plus encore. Donc, voilà, vous avez maintenant 12 plateformes. Donc, il y a le CMS de Toulouse qui nous rejoint aussi, donc pour faire de la microscopie, le C2RMF, le CRC, le CICRP, Ipanema qui est toujours là, du coup, les plateformes de protéomique. Tant que ça prend ça, il y avait les protéomiques, c'est vrai que je quand même oublié. Le LAPA de Philippe de Saint-Martin, le LAMS, le LRMH aussi, il y aura le LMC14, donc pour faire de la datation, le SATI et l'UMR, le Trace de Toulouse aussi. Donc voilà, donc c'est énormément de plateformes et toutes ces plateformes aussi alors pas forcément toutes, mais beaucoup de ces plateformes ont accès aussi à plusieurs appareils. Donc la liste des voilà. Là, on va pas forcément détailler tout ce qui est disponible, mais vous voyez que ça regroupe quand même énormément de techniques différentes. Ce qu'il faut se rappeler et ce faut bien voir, c'est qu'en fait, on va avoir quelque chose qui est assez large avec du multi-échelle et des domaines d'application très très différentes. Voilà, ça peut aller donc toujours des grands instruments qui forment un peu, on va dire, l'origine de FixLab, mais tout un tas d'analyses. Il peut être des analyses structurales, moléculaires, toujours donc la protéomique dont on a vu dans le dernier Hyperion HS que c'était un gros domaine où il y avait de la demande. Là, on va rajouter aussi de la datation et aussi des mesures de paramètres environnementaux, par contre, pardon, et une des plateformes d'archéologie expérimentale. Donc, vous voyez que ça couvre vraiment quelque chose de très, très large. Et, euh, et évidemment, quand on dit ouvrir à des techniques d'analyse, ce n'est pas que les techniques d'analyse, c'est aussi ouvrir. Parce que la plupart du temps, en fait, les techniques ne sont pas directement utilisées par les gens qui vont venir, mais on a aussi l'interface avec les personnes qui sont
sur place qui vont à faire les analyses, qui vont aussi aider à l'interprétation, traiter les données, et cetera. Donc qu'on l'intervention en fait sur FixLab, c'est l'intervention sur l'appareil, mais aussi l'accès aux experts qui sont sur place, l'accès aussi aux bases de données éventuellement. Voilà. Les exemples classiques que je peux donner là-dessus, c'est par exemple sur l'accélérateur où on a fait des études de provenance sur des matériaux comme les grenats, par exemple. Eh bien, on donne accès à l'accélérateur, mais aussi à toute la connaissance qui a été engrangée depuis 20 ans sur ce matériau au laboratoire. Donc là, vous avez un petit nuage de mots qui en fait montre un peu tous les domaines de recherche qui ont été effectués sur FixLab dans Hyperion HS. Donc ouais, c'est très, très, très large. Ça va donc beaucoup d'archéologie. On parlait des sciences humaines et en fait, on se rend compte que même pour FixLab, en fait, il y a énormément de demandes qui relèvent de ce qui est archéologie, conservation. Donc voilà, on parlait de toucher les sciences humaines. Je pense qu'on y touche quand même un petit peu, même si effectivement, on n'a pas forcément une collaboration toujours très proche. Donc, FixLab, c'est l'accès à un large éventail de techniques, mais alors, moi, je suis un peu moins allergique que Victor au terme de fournisseur d'accès, mais c'est vrai que c'est un peu réducteur. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est vraiment des échanges qui participent, qui sont qui bénéficient en fait aux deux. Effectivement, les utilisateurs ont accès à un très large éventail de techniques, mais en fait, pour les fournisseurs d'accès, c'est en tout cas de tous les retours qu'on a eus dans Hyperion HS, c'est beaucoup l'autre occasion bah, de tester des nouvelles choses en fait, parce que les problématiques sont souvent différentes en fait quand on a des problématiques patrimoine, et ça aide beaucoup à développer des nouvelles techniques et des nouvelles méthodologies en fait. Donc il y a ce côté-là très développement, voilà, de développer les méthodes que l'on a. On retombe un peu dans la fameuse construction que dont parlait David tout à l'heure, à savoir que, bah, en général, pour que ça se passe bien, en fait, il faut que on soit un peu mis dedans avant pour que voilà, les choses se passent bien. On a vu beaucoup dans Hyperion HS que ça a aussi permis à beaucoup de plateformes en fait d'atteindre de nouvelles communautés qui n'étaient pas forcément en fait euh, utilisatrices habituelles des techniques. En fait, le fait d'offrir comme ça un accès à des techniques permet à faire à des personnes qui n'auraient pas forcément l'idée de pouvoir utiliser ces techniques et de l'intérêt que ça peut avoir pour elles, de venir et de voir. Et on a vu aussi beaucoup, en fait, c'est un peu qu'évoquait François Barbe ce matin, qu'en fait, on a ces accès FixLab ont aussi beaucoup été des initiateurs de nouvelles collaborations. Donc, en fait, d'un premier accès, en fait, c'est développé souvent de larges collaborations. Donc, il y avait le projet Cristallo dont elle avait parlé ce matin. On a eu une grande collaboration avec des collègues italiens sur la provenance des lapis lazuli, ou des choses qui continuent encore aujourd'hui, alors que les premiers accès ont eu lieu dans les années voilà, 2010, 2011. Voilà. Donc, des choses qui continuent encore depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà. Euh, C'est un peu un éventail assez large, le FixLab. Voilà.